Bonjour à tous, nous allons commencer cet après-midi des journées d'automne de la Fédération des centres mémoire par des communications autour des innovations et des actualités thérapeutiques dans les troubles du comportement. Alors, dans un premier temps, Maria Soto, que vous connaissez sans doute, hein, qui est gériatre au gérontopole du CHU de Toulouse, va aborder de façon un peu plus spécifique les actualités thérapeutiques et puis également quelques aspects concernant des protocoles de recherche en cours. Alors, Maria, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, je vais partager. Voilà. Ça marche, très bien. Donc, bonjour à tous. Allez, je démarre. Donc, ça, c'est la déclaration des liens d'intérêt. Dans le plan, ce que je vous propose cet après-midi, c'est de faire une review sur les dernières nouvelles molécules qui sont en cours ou qui viennent d'être testées dans les essais thérapeutiques, pour après faire une mention à des études d'intervention non pharmacologique et enfin, comme perspective, comme actualité thérapeutique de ces symptômes. Donc, je vais vous présenter brièvement le projet des nouvelles recommandations nationales coordonnées et animées par la fédération. Donc, avant de commencer avec les nouvelles molécules, bon, on les connaît déjà beaucoup, mais un rappel très rapide des bases neurobiologiques de ces symptômes qui peuvent nous aider à comprendre leur mécanisme d'action. Donc, il y a, en grosso modo, c'est vraiment très brief et très global. C'est une recherche qui est en cours, qu'il y a beaucoup de questions aussi qui se posent sur ces bases neurobiologiques de ces symptômes. Donc, il y a trois grandes hypothèses. Il y a, dans la genèse de ces symptômes psychocomportementaux, il y a d'abord l'altération dans les circuits fronto-subcorticaux et circuits cortico-corticaux. Il y a aussi l'altération dans le système ascendant monoaminergique, donc sérotonine, dopamine, noradrénaline. C'est là où vraiment ils vont agir beaucoup des molécules que déjà on connaît. Et enfin, l'altération dans la voie du glutamate, donc je vous rappelle que c'est neurotoxique. Donc, par rapport aux nouvelles molécules, ce qui nous avons plus de nouveautés, d'informations, c'est comme d'habitude toujours l'agitation, les symptômes psychotiques et une étude sur l'insomnie. Donc, par rapport à l'agitation, donc il y a cette étude qui a été récente, c'est l'étude ADVANCE de l'industriel Axsome. C'est une étude qui a été menée seulement aux États-Unis, une phase 2-3, et qui a visé d'évaluer l'efficacité et la tolérance de l'axe 0,5 qui est composé de la molécule du dextrométhorphane et de bupropion. Donc, cette étude, je vous l'annonce déjà, il a été positif. Ça fait 1 an déjà qu'on a eu ces résultats. 366 patients atteints d'une maladie d'Alzheimer ont été randomisés avec 3 bras. Il y avait le bras placebo, le bras seulement avec le bupropion et le bras avec le composant axe 0,5 qui ajoutait le dextrométhorphane. Donc, le critère de jugement principal, c'était la Cohen-Mansfield, le changement du score total entre l'inclusion et la semaine 5. Je vous rappelle la population des 65 à 90 ans, atteints d'une maladie d'Alzheimer selon le critère classique, qui ont une diagnostic de symptômes d'agitation selon les critères de l'IPA, de l'Association internationale des psychogériatries. Je vous rappelle que ça englobe tout type d'agitation comme une irritabilité, une déambulation, une agressivité, une opposition aux soins. Le score cognitif était entre 10 et 24 selon le Mini-Mental et c'est une population vivant à domicile avec un aidant. Donc, par rapport aux résultats, il s'agit d'une population avec une Mini-Mental de 18 et un âge moyen de 76 ans.
Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une différence statistiquement significative, notamment à partir de la semaine 3 pour pardon, le bupropion, pour les axes 0,5, c'est-à-dire le dextrométhorphone et bupropion, qui s'éloignent assez rapidement à partir de la semaine 2, mais qui est statistiquement significative à partir de la semaine 3. Vous pouvez voir que le bupropion reste sans différence significative par rapport au placebo. Vous dire qu'ici, le bupropion a été utilisé non vraiment comme une molécule, comme un psychotrope active, mais vraiment comme une molécule pour augmenter la biodisponibilité du destrométhorphone. Par rapport à la tolérance, donc il y a eu des sensations, comme effet secondaire de sensations vertigineuses, somnolence, céphalée par rapport au placebo, mais pas une réelle sédation et pas d'impact au moins pendant 5 semaines de cet essai sur la cognition mesurée par le Mini-Mental. Donc cette phase 3 a été faite, comme j'ai dit, qu'aux États-Unis. J'avais contacté récemment le laboratoire, l'industriel, et je n'ai pas pu avoir des nouvelles. Est-ce que l'idée, c'est de refaire une phase 3, mais aussi à l'Europe ou ailleurs, les États-Unis, pour avoir effectivement voilà, une approbation peut-être par la FDA. Donc, je vous rappelle, le dextrométhorphane, c'est une molécule, vous allez voir qu'il a déjà de l'historique dans ces troubles psychocomportementaux. Je vous rappelle le mécanisme d'action, il inhibe la libération présynaptique du glutamate, il diminue l'affinité des récepteurs NMDA, c'est un antagoniste, et aussi il joue sur la sérotonine et la noradrénaline et norépinéphrine. Donc, je dis pourquoi il y a une historique, parce que déjà le destrométhorphane a été évalué par l'industriel Avanir, et depuis au moins 2012-2013, cette fois-ci pas avec le bupropion, mais avec la quinidine, toujours là, avec ces deuxièmes molécules ayant l'idée d'augmenter la biodisponibilité du destrométhorphane en sang. Donc, Avanir avait démontré avec cette phase 2 des résultats vraiment très, très, très bons par rapport à l'agitation contre le placebo. Mais une phase 3, ça je ne vous ai pas montré ici parce qu'ils n'ont pas publié, mais ils ont fait une phase 3 il y a quelques années seulement aux États-Unis. Cette phase 3 c'est un design différent à celui-ci. Et ils avaient changé des critères de jugement. Celui-là de la phase 2 que je vous montre, ils avaient utilisé le MPI. Dans la phase 3 qui a été négative, ils avaient utilisé la Cohen-Mansfield avec un autre design et celui-ci avait été négatif. Donc, Avanir, je crois qu'il n'a pas voulu perdre la piste du destrométhorphane. Et en effet, il y a une phase 3 beaucoup plus importante en cours qui touche les États-Unis, l'Europe, l'Asie, dont la France participe avec nous, Toulouse comme coordonnateur national, mais aussi avec des autres centres qui participent. Et on verra effectivement si cette phase 3, qui est beaucoup plus importante, aura peut-être des résultats positifs, comme il avait démontré la phase 2, ou même avec l'autre industriel, les résultats qu'on a eus. Donc, on garde quelque espoir avec le destrométhorphane, mais les inclusions sont jusqu'à 8 mois de plus. Donc, on va devoir attendre au moins 1 an et demi pour avoir ces résultats. Une autre molécule qui n'est pas si nouvelle non plus, mais je vous la montre parce qu'il y a une phase 3 en cours, c'est avec l'industriel Otsuka pour le brexpiprazole. Donc, les psychiatres le connaissent puisque c'est une molécule très similaire à la ripiprazole Abilify qui est aussi de laboratoire Otsuka. Et qu'il y a, d'après cet industriel, le brexpiprazole aurait un profil de tolérance meilleur que la Abilify et même une efficacité plus rapide. À voir.
Dans l'historique, c'est qu'en 2017, parce que ça a été une phase 3 assez longue, donc où aussi la France, on avait participé. C'était une grosse essai avec l'Europe et les États-Unis, avec 700 patients. Et il y a un problème avec le résultat. C'était positif, mais après, c'était négatif avec les données de la Russie. Bon, pour vous résumer, finalement, la FDA, parce qu'elle avait quand même des résultats assez bons, ils ont proposé à Otsuka de refaire une phase 3, que c'est en cours depuis 2018, aussi en touchant les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Donc, cette phase 3 est en cours. La France ne participe pas pour faire pas de la concurrence avec celui d'Avanir. Qu'il y ait d'autres essais thérapeutiques de l'agitation qui sont en cours, donc par l'escitalopram. Donc l'escitalopram est porté par une équipe académique, hein, à Johns Hopkins University. C'est cette équipe qui avait aussi piloté le grande étude du citalopram, qui avait été des résultats très positifs pour l'agitation. Mais ici, ils ont voulu, c'est qu'aux États-Unis, ils ont voulu évaluer plutôt le citalopram et aussi à dose jusqu'à 15 mg. Donc, c'est-à-dire, c'est équivaut à 30 du citalopram, puisqu'avec ce problème de QT, de safety avec le QT, c'est vrai qu'avec les résultats du citalopram, on disait, voilà, on ne sait pas si avec 30 mg, ça aurait été aussi une efficacité beaucoup plus importante et on n'avait pas de données de safety. Donc voilà, donc il y a ce citalopram qui ils vont terminer les inclusions en août 2022, d'après la dernière nouvelle que j'ai. Il y a cette d'Avanir que je viens de vous expliquer avec le dextrométhorphone quinidine, que c'est en cours. Il y a aussi une équipe académique qui évalue la mirtazapine dans l'agitation. Donc normalement, ça aurait été terminé en mars 2021, mais je n'ai pas eu de nouvelles d'après Clinical Trials. Voilà, on ne sait pas s'ils ont retardé ou voilà, ou sont en cours d'analyse des données, je suppose. Il y a la prazosine, c'est le Zatral, l'antagoniste alpha des récepteurs alpha 1, qui est porté aussi par des équipes académiques aux États-Unis, où je vous rappelle que le pilote de 2014 avait été positif, et donc maintenant ils veulent, dans une essai beaucoup plus grande, tester cette molécule sur l'agitation. Le brespiprazole, je viens de vous raconter avec Otsuka, que c'est en cours phase 3. Il y a les dérivés de tétracannabinol, cannabaïde, j'arrive pas à le dire, le dronabinol et le nabilone. Donc, ce sont des pistes qu'aux États-Unis l'utilisent. Hein. Voilà, même s'ils n'ont pas la MM dans la maladie d'Alzheimer, mais mes collègues à Johns Hopkins, je le sais, au Canada, ils utilisent le dronabinol, la nabilone pour des patients qui ont de l'agitation. Donc, le dronabinol, c'est toujours mené par l'équipe de Johns Hopkins, donc c'est en cours d'inclusion. Et le nabilone, c'est par l'équipe de Canada que le pilote avait été très positif avec la nabilone, a été publié il y a 1 an et demi. Et maintenant, c'est en cours un essai beaucoup plus important et que ça va être finalisé en mars 2024. Donc, on a encore le temps de voir, mais que vous sachiez que déjà, au moins les Américains l'utilisent au AMM. Et enfin, il y a la brilaroxazine. C'est un industriel, Reviva, qui le teste à l'heure actuelle. C'est une agoniste partielle D2, donc c'est très similaire à la Abilify, à aripiprazole et au brexpiprazole. Et c'est en cours jusqu'à janvier 2025. L'étude ne sera pas finie. Donc, par rapport aux symptômes psychotiques, donc vous connaissez tous la pimavansérie. On a dit à chaque congrès, on raconte cette histoire. Vous savez rapidement qu'il a eu l'AMM aux États-Unis depuis avril 2016 suite à son étude dans la maladie de Parkinson. Donc, le seul AMM, c'est les symptômes psychotiques dans la maladie de Parkinson, pas encore en Europe, avec des doses de 34 mg par jour.
Je vous rappelle le mécanisme d'action qui leur rend un profil assez, avec une très bonne tolérance parce que c'est une agoniste inverse antagoniste très, très, très sélective des récepteurs sérotoninergiques, surtout 5-HT2A et un peu moindre 5-HT2C. Et donc, il n'y a pas vraiment, il n'est pas, il n'agit pas sur les autres hein, récepteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins des effets secondaires par rapport aux autres antipsychotiques atypiques. Et donc, du coup, avec Acadia, l'industriel, on s'était posé la question il y a quelques années. Oui, très bien, avec la maladie de Parkinson, avec une design classique, on a répondu à est-ce que la pimavanserin est bien tolérée et bien efficace pour les symptômes psychotiques. Mais qu'est-ce qui se passe dans le reste des maladies d'Alzheimer et maladies apparentées, notamment le cas de la rechute. On sait que quand il y a des symptômes psychotiques qui sont assez sévères, avec un impact majeur sur les dents, sur le patient, les antipsychotiques sont prescrits. Si au bout de mois c'est efficace et c'est bien toléré, normalement les recommandations proposent de la maintenir au moins 4 mois. Mais au bout de 4 mois, les recommandations proposent de commencer à faire un sévrage et même un arrêt, au moins dose minimale efficace, pour éviter les effets secondaires majeurs. Mais on le sait, nous tous, hein, dans notre pratique clinique, que c'est un cas très fréquent, que suite à l'arrêt d'antipsychotiques, tac, on a la rechute de symptômes psychotiques. Et donc, avec ces constats cliniques, et afin de reprendre à ce problème de la rechute, donc Acadia avait designé attendez, je vais minimiser, sinon je ne vois pas ma planche. Donc, avait designé ces thérapeutiques qui, quand même, est très, très fidèle ou proche à la réalité clinique, dans le sens que, dans un premier phase, hein, phase ouverte, il y a eu presque 400 patients entre 50 et 90 ans inclus. Tout le monde, les 300 patients, ont reçu de la pimavanserin à dose bonne dose. Au bout de 3 mois, ceux qui n'ont pas répondu sortaient de l'étude et ceux qui avaient répondu aux symptômes psychotiques rentraient dans la phase en aveugle. Et ils ont été randomisés, placebo versus pimavanserin, et suivis pendant 6 mois. Il faut savoir que dans la phase ouverte, la pimavanserin avait réduit jusqu'à 80 les symptômes psychotiques à 3 mois. Mais comme vous savez bien, ce n'est pas un aveugle, donc il n'y avait pas non plus voilà, cette poids hein, de ces résultats. Mais ce que nous intéressait, c'est vraiment la deuxième partie, donc l'aveugle, où effectivement, la pimavanserin, pendant 6 mois, a démontré une réduction des 65 du risque de rechute, ce qui correspond à un risque diminué de presque 3 fois moins que de rechute par rapport au placebo pendant 6 mois. Une deuxième critère de jugement objectif, c'était aussi évaluer l'arrêt du traitement pour toute cause, et la pimavanserin, effectivement, avait démontré aussi un risque diminué de 2 fois par rapport au placebo. Ce qui est aussi intéressant de ce traitement, pardon, de ces thérapeutiques, c'est qu'il a ciblé pas que la maladie d'Alzheimer, pas que la maladie de Parkinson, mais des autres, des autres maladies neuroévolutives, comme DFT, la démence vasculaire et la maladie accordée Lewy, même si vous voyez que les pourcentages ne sont très, très importantes par rapport à la maladie d'Alzheimer. Par rapport à la tolérance, et ces données que je vous montre, c'est vraiment pour les patients qui ont été exposés 9 mois, parce que je vous rappelle que ceux qui ont répondu à la phase ouverte plus les 6 mois en aveugle, ils ont été sous pimavanserin pendant 9 mois. Et la tolérance, les données hein, de cette étude, ils ont montré surtout une infection urinaire par rapport au placebo. Mais en revanche, pas d'allongement du QT, pas de symptômes moteurs extrapyramidaux
et pas d'impact sur le mini mental au bout de 9 mois. Mais dernièrement, et quand je dis dernièrement, c'était en septembre, dernier 16 septembre, en neurologie, ils ont présenté une étude rétrospective quand même qui met en question la tolérance. Et en effet, cette étude montre que la prise de la pimavansérie chez des patients souffrant de maladie de Parkinson, donc ils n'étaient que atteints d'une maladie de Parkinson, est associée à un risque significativement accru d'hospitalisation de 24 heures à 30 jours, à un mois de la prise du traitement. Et le plus important, elle est associée à un risque accru de décès, plus en 56% à un an. Après, c'est vrai qu'il s'agit d'une étude cohorte rétrospective qui a été conduite entre 2015 et 2018 chez adultes de 65 ans, c'était que la maladie de Parkinson, et à partir du base de données administratives de résidents des USLD, des établissements de longue durée. Et c'était une belle échantillon, parce que c'était 2186 patients utilisateurs de pimavansérin versus 18 000 qui ne le prenaient pas. Donc voilà, c'est quelque chose à tenir en compte parce que toujours on a dit que la pimavansérin était excellente par rapport au Risperdal, par rapport à tout ça. Mais voilà, il y a des données, même si effectivement, le lien de causalité, on a un essai thérapeutique, on a 9 mois. Ici, c'est vrai qu'on est à un an de mortalité, c'est des données rétrospectives, un échantillon plus élevé. Voilà, je crois que ça mérite effectivement d'avoir beaucoup plus, d'approfondir le profil de tolérance de la pimavansérin les prochaines années. Et en France, donc la FEDA, c'est que je ne comprends pas, parce que même non plus le laboratoire, je les ai eus il y a quelques semaines, pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas l'autorisation? Ils ont eu très rapidement pour la maladie Parkinson, avec maintenant une étude que méthodologiquement, il est même beaucoup de mieux qualité que celui de la maladie Parkinson, avec des données beaucoup plus robustes, avec des données des autres pathologies neurodégénératives. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours sous révision le dossier depuis 1 an et demi maintenant. Donc, on ne sait pas. Et ce que je sais, c'est que Acadia ne va pas venir en Europe jusqu'à qu'ils n'ont pas la FEDA pour l'instauration de toutes les maladies d'Alzheimer, maladies apparentées. Donc, attendre ça. En attendant, il y a la possibilité de prescrire en ATU. Moi, je l'ai fait aussi, l'équipe, il y a quelques équipes aussi qui l'ont fait. Frédéric Blanc le fait aussi à Strasbourg pour ses patients DCL, maladie Parkinson. Donc, on peut demander en ATU. Il est à la disposition d'un centre hospitalier par l'autorisation d'un SM via la plateforme e-Saturne. Il faut quand même bien expliquer l'indication, voilà, qu'il y a une intolérance, une efficacité aux neuroleptiques, déjà utilisé la clozapine et tout ça, chez des patients notamment maladie Parkinson, maladie Cordet-Lewy. Moi, jamais j'ai essayé, je ne sais pas si ici en France, quelqu'un a essayé en dehors de l'indication de maladie Parkinson, maladie Cordet-Lewy, je ne sais pas. Il faut savoir que c'est cher, si on le demande en ATU, c'est 180 € par mois. Voilà, cher, comparant avec le Risperdal, c'est cher, voilà, c'est au Laldol. Dose initiale, ce qui est facile, voilà, c'est une galénique facile, on commence à 35 mg, on n'a pas besoin de titrer, c'est les mêmes doses pour les personnes âgées, on n'a pas besoin d'ajustement des suffisances rénales, suffisances hépatiques, suffisances rénales, sauf effectivement si c'est sévère, non. Et la galénique, c'est très très adapté parce que ce sont des capsules qui peuvent être ouvertes et données dans des pots liquides, donc pour tous ces troubles de la déglutition, même opposition, voilà, dans tous ces... C'est vrai que voilà, dans ce cas-là, ça promet. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais raconter de la pimavansérin. Des autres essais thérapeutiques, c'est par rapport à l'insomnie, ce que je voulais vous montrer, c'est le suvorexant. C'est une antagoniste des récepteurs orexine. Je vous avoue que je ne suis pas trop familier avec cette molécule. Et c'est les sponsors Merck qui a mené cette étude qui a été publiée en 2020 en Alzheimer and Dementia avec des résultats très positifs. Que vous sachiez que cette molécule, ce traitement est sur le marché aux États-Unis, mais il n'a pas encore la même pour le trouble du sommeil dans la maladie d'Alzheimer, parce que c'est dans les autres maladies. Et en Europe, on ne l'a pas encore. Après, il y a aussi le méthylphénidate, l'amphétamine.
Ou c'est toujours mes chers collègues du Johns Hopkins, Paul Rosenberg, qui est PI de cette étude. Il faut savoir qu'ADMET, c'était son étude pilote qui avait été positive il y a quelques années, et maintenant, il coordonne cette étude à plus grande échelle qui est en cours d'inclusion. On verra si effectivement le méthylphénidate peut aider à nos patients avec l'apathie, parce que c'est vrai que parfois, même pour les aidants, le plus difficile, c'est plutôt l'apathie que l'agitation parfois. Et pour l'instant, il n'a pas aucune phase de 3 double aveugle pour la dépression et la psychose. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous raconter un petit peu par rapport aux molécules. Et après, par rapport à la recherche interventionnelle non médicamenteuse pour les troubles du comportement, peut-être il y a des autres travaux. Voilà, sinon, je vous propose à m'envoyer un email aussi pour la prochaine fois que je le présente. Mais j'aimerais vous présenter un projet que je l'ai porté aussi avec la Fédération Centre Mémoire. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas des études prospectives d'intervention non médicamenteuses, qu'on avait besoin d'un nouveau modèle de prise en charge pour les troubles du comportement, une prise en charge vers l'ambulatoire, au plus près des patients à domicile, aussi qu'on puisse inclure des patients avec des troubles comportementaux en stade léger, de sévérité, et au stade léger des maladies d'Alzheimer, maladies apparentées. En ayant aussi ce rationnel, que je vous rappelle que la formation de l'aidant naturel reste le traitement le plus efficace, plus que le risperdal, comme évidence scientifique, d'après ce qu'on a des études. Et on s'est posé la question, est-ce qu'un traitement précoce, personnalisé de ces symptômes à cet stade-là, il aura un impact sur l'évolution, les pronostics de la maladie et sur la trajectoire de soins? Et c'est pour ça que nous avons créé, je vous avais présenté cette étude il y a 1 an et demi, lors des dernières journées scientifiques, je crois que c'est à Limoges, on était tous en présentiel. Et donc, c'est l'étude personnelle, c'est un PREPS, donc c'est un financement des GES. C'est une étude interventionnelle, multicentrique ouverte, randomisée en groupe parallèle, comparant 2 bras, un groupe contrôle, soins usuels, versus un groupe intervention. Donc, nous avons voulu associer des centres de la fédération. Donc, il y a 3 CEM2R, donc Lyon, Limoges et Toulouse, et 13 consultations mémoire d'Occitanie. Et on vise 668 couples, patients aidants, donc c'est un projet assez ambitieux. Donc, cette étude veut évaluer l'efficacité d'une intervention personnalisée qui est proposée aux patients atteints d'une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée qui vivent à domicile et qui présentent des symptômes psychocomportementaux de léger à modéré. Et c'est une intervention qui touche aussi, et notamment, je dirais, à leurs aidants. C'est avec l'appui, la coordination de l'infirmière de consultation mémoire, qui est une infirmière qui a le rôle principal, qui va travailler en collaboration avec le médecin spécialiste de la consultation mémoire et le médecin traitant. Il va s'appuyer sur les nouvelles technologies et en espérant que cette intervention va diminuer le recours à l'hospitalisation, va avoir un effet positif sur l'évolution de la maladie, un effet positif sur la détresse de l'aidant. Rapidement, cette intervention, c'est une intervention forte, ciblée, où il va y avoir une évaluation standardisée intégrée des causes des troubles du comportement, basée sur l'approche DICE, d'où on va proposer un plan d'intervention personnalisé qui va être réévalué et vu à chaque étape du suivi. Il va y avoir un suivi rapproché très intense par l'infirmière sur 18 mois, avec des visites à domicile, avec des visites en consultation mémoire, avec des appels téléphoniques et une formation spécifique, c'est un volet très très fort de cette intervention, une formation spécifique pour les dents, au moindre pour les médecins traitants, qu'il aura sur la plateforme, mais pour les dents, on va avoir des formations théoriques au début et après cette formation personnalisée tout au long, au cours du suivi. Et tout ça, surtout le suivi, la formation, va s'appuyer sur la plateforme web qui va nous servir pour la formation, qui va nous servir des téléconsultations, des télexpertises, du télésuivi et des communications en bulle avec le médecin traitant, les dents et l'infirmière. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire par rapport aussi à des nouveautés d'actualité sur les troubles du comportement. Vous dire qu'hier,
On a fait la première inclusion personnelle à Toulouse, donc on est très, très contents. On avait eu des soucis avec les CNIL. Et prochainement, je regarde à Leslie qui est à côté de moi, on va aller à Limoges, à Lyon et aux autres consultations mémoire d'Occitanie pour la mise en place et activer tous ces centres-là. Et pour finaliser cette actualité sur la prise en charge, donc une diapo très résumée sur ce projet que nous portons au sein de la Fédération Centre Mémoire par rapport à cette nouvelle recommandation. Donc je vous rappelle que les dernières ont été réalisées il y a 12 ans, par 2009, qui étaient vraiment centrées sur des troubles du comportement très perturbateurs, qu'il y avait des troubles qui n'étaient pas abordés, qui étaient déjà en prise en charge trop tardive, en stade sévère de la maladie, et que l'objectif vraiment de ces nouvelles recommandations, c'est vraiment de faire un focus sur la prévention, l'anticipation de ces symptômes, et notamment lors de leur apparition aux stades débutants légers. Donc, on parle depuis ce matin sur ce diagnostic, mais aussi d'identifier ces symptômes jusqu'au stade prodromal de la maladie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la méthodologie est déjà écrite. On a fait des groupes de travail par thématique avec un référent expert et des participants. Les référents experts par thématique ont été déjà identifiés, sélectionnés. Ils ont donné leur accord. Il y a pas mal du bureau de la fédération qui participe et donc je leur remercie d'avoir accepté. Et maintenant, il va y avoir un appel à la participation. Donc, on va faire une annonce sur le site web de la fédération, sur l'SFGG, parce que c'est un travail qu'on fait en coordination avec Jean Roche, du groupe UCC de la SFGG, de la Société française de gériatrie et gérontologie. Et dernièrement, on a aussi associé la Société française de la psychiatrie de la personne âgée. Et pour ceux qui m'écoutent et qu'ils n'ont pas vu passer les annonces d'appel à participation, vous pouvez envoyer un email à cette adresse de Gmail pour demander d'informations et on pourra vous envoyer la liste des groupes et vous demander, vous pouvez dire à quel groupe vous aimeriez participer, en sachant que c'est ouvert à tout professionnel, hein. Ce n'est pas que médecin. Et pour conclure, donc, développement très actif de la recherche thérapeutique dans ces symptômes. Il y a un intérêt croissant par l'industrie, mais aussi des structures académiques, je dirais 50%, même si dernièrement, ce sont les académiques, les structures académiques qui prennent le leadership dans cette recherche. La plupart, pour l'instant, sont aux États-Unis, focus toujours sur l'agitation. Il y a une diversification de mécanismes d'action des molécules. Il y a aussi des diversifications dernièrement avec le design des études comme la pyrivancérine. Et comme perspective, en espérant, on a des molécules prometteuses avec des résultats positifs, mais on attend toujours en Europe qu'ils arrivent, qu'ils soient sur le marché européen, notamment le suvorexant. Ouais, l'Europe toujours attend. Le suvorexant pour le sommeil, le dextrométhorphone, soit avec quinidine, soit avec bupropion pour les symptômes d'agitation, soit la pyrivancérine pour les symptômes psychotiques. Aussi, il y a des études prospectives interventionnelles non pharmacologiques en cours, et nationales comme personnelles. Et enfin, les nouvelles recommandations qu'en espérant, fin 2022, peut-être début 2023, on pourra finaliser ce travail ambitieux. Merci beaucoup. Eh bien, un grand merci à toi, Maria. Que d'actualité, j'allais dire. Et puis, quelle belle synthèse de toutes les innovations en cours ou à venir concernant la prise en charge des symptômes comportementaux dans les maladies neurodégénératives. Alors, pour les auditeurs, ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions via le chat. Et le plus simple sera sans doute de pouvoir y répondre à la fin de la deuxième communication, hein, si nos orateurs le veulent bien, et puis ce qui nous permettra de faire une synthèse plus globale. Donc, je vous propose maintenant de partir sur la deuxième communication, hein, qui va porter sur le Mind Behavioral Impairment, qui est un peu le pendant du MCI. C'est un concept qui finalement commence à dater, mais qui est mal connu.
et qui a un intérêt à la fois au niveau clinique, sans doute au niveau diagnostic et peut-être également pour la mise en place de protocoles. Et donc, Baya Abdel Jalil, qui est également gériatre au Gérontopole, hein, avec Maria Soto, propose de nous en dresser les contours et de vous parler de l'intérêt de ce concept dans vos pratiques. Alors, Baya, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon PowerPoint. Je l'ai partagé. On voit le PowerPoint, bon, mais pas en plein écran. Ouais, voilà. Voilà. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter le Mild Behavioral Impairment aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, effectivement, comme ce qui a été dit, pour essayer de favoriser le plus tôt possible la détection, d'une part, des troubles psychocomportementaux, mais en fait, pouvoir aussi diagnostiquer le plus tôt possible, surtout les troubles neurocognitifs, qui sont, du coup, dans ce contexte-là, bien entendu, prédémentiels. Donc, un petit rappel de comment s'est construit le MBI. Donc, il y a eu plusieurs constats, hein, que la prévalence est très élevée des symptômes neuropsychiatriques, quel que soit le stade des troubles neurocognitifs. À la fois chez les MCI, ça peut aller de 60 à 80% en fonction des études, et ça touche la très grande majorité des pathologies neurodégénératives, et notamment 90% chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Cependant, on voit aussi que du coup, c'est assez fréquent chez un tiers des patients cognitivement sains. Là, ce qui était avancé initialement, c'était que c'était vraiment le cluster de dysrégulation affective qui aurait été une sorte de marqueur précoce de déclin cognitif futur. On le retrouve notamment sur l'étude de la dépression de Sigmanou, mais il y a aussi toute l'étude de la dépression ou même de l'anxiété d'autres auteurs. Par contre, c'est absolument pas consistant au niveau du reste de la littérature. Des études plus récentes retrouvent que ce serait plutôt les clusters psychotiques, hallucinations et idées délirantes qui seraient vraiment associés de façon forte à l'émergence ultérieure de troubles cognitifs. En plus, l'éthiopathogénie est très très mal connue. On avance beaucoup la théorie des systèmes monoadrénergiques, sérotonine, noradrénaline, le système GABA, le système de dopamine, peut-être aussi les réseaux neuronaux avec des études actuellement qui s'intéressent à l'imagerie fonctionnelle, notamment en IRM. Et plusieurs études rapportent aussi qu'en fait, ce serait peut-être pas tant à un moment donné la problématique comportementale que peut-être aussi la trajectoire comportementale. L'étude notamment de Leoutsakos qui montrait que pour un score NPI, mettons, assez bas et relativement stable dans le temps, il y a effectivement un surrisque de déclin cognitif futur, mais que pour les patients qui ont par exemple un NPI plus élevé et soit qui s'améliore, soit qui se dégrade, qui s'aggrave au fur et à mesure du temps sur le plan comportemental, et bien les scores sont beaucoup plus importants. Donc, au-delà d'un seul chiffre d'une échelle comportementale, il faut aussi, bien entendu, penser à la trajectoire comportementale. L'autre point, c'est qu'on sait que ces troubles du comportement sont associés à un plus grand risque de conversion vers la démence chez les MCI. Ça a été bien démontré. Donc, sans troubles du comportement, on est aux alentours de 15% de conversion, et avec troubles du comportement, on est plus aux alentours de 25% de conversion. On sait aussi qu'il y a beaucoup de retards diagnostiques importants. Enfin, il y a un retard diagnostique très important du diagnostic de ces troubles cognitifs. Donc, vraiment, ce dépistage précoce des troubles du comportement, ça permettrait une détection précoce du processus neurodégénératif, parfois même avant l'apparition d'une plainte cognitive. Et on va le voir tout à l'heure, il y a pas mal d'auteurs qui se sont intéressés à cette problématique. Une prise en charge précoce, donc forcément un meilleur pronostic aussi, de limiter les orientations adaptées vers des services de soins qui ne seraient pas les plus à même de prendre en charge des pathologies neurodégénératives en devenir. Je pense notamment aux services de psychiatrie qui ont des patients avec des évolutions comportementales et des modalités de prise en charge qui ne sont pas vraiment similaires. Et aussi, on le verra tout à l'heure, un meilleur screening des patients pour la recherche thérapeutique. Donc vraiment, là, le MBI est en train de se construire comme un axe neurocomportemental expression précoce. On avait le MCI et on a le pendant comportemental, le MBI, même si ce n'est pas du tout forcément ni associé ni exclusif. Donc, un petit peu d'historique, effectivement, c'est un concept qui remonte à 2018 avec Taragano, qui avait évoqué un late life syndrome qui associerait des symptômes psychiatriques et comportementaux, un petit peu comme une transition entre le vieillissement normal et pathologique. Initialement, les critères étaient les suivants, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une modification persistante du comportement et des symptômes psychiatriques légers, et il s'était vraiment focalisé sur la désinhibition.
parce qu'initialement, on pensait beaucoup à la DFT quand on parlait de MBI, avec des plaintes cognitives légères, donc il fallait bien entendu qu'ils ne soient pas dans un contexte de troubles neurocognitifs majeurs, et sans atteindre des activités de la vie quotidienne, avec une autonomie fonctionnelle préservée. À la base, c'était vraiment conçu comme totalement indépendant du MCI. Et ils avaient remarqué qu'il y avait plus de conversions en démence chez les patients souffrant de MBI que chez les patients souffrant de MCI. Ils n'étaient pas trop intéressés à la population qui aurait pu avoir les deux. Et c'était vraiment aussi un facteur de risque d'évolution, surtout de la DFT, parce qu'ils s'étaient particulièrement focalisés là-dessus, mais également de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, ça évolue très progressivement, et notamment là, c'est la personne qui porte vraiment le concept de MBI dans le monde, c'est Zainour Ismail, et qui petit à petit a réuni autour de lui pas mal de professionnels autour des critères e-start, avec différents constats, c'est-à-dire qu'initialement, on décrivait quand même le MBI avec l'utilisation d'échelles qui n'étaient peut-être pas forcément les plus adaptées à la population qu'on cible, parce que le NPI, effectivement, a été mis en place pour des patients qui sont déjà en perte d'autonomie, qui sont déjà en syndrome démentiel, même si les troubles neurocognitifs majeurs peuvent être à un stade léger. Donc vraiment, c'était important de trouver une échelle adaptée à ces sujets qui sont autonomes, qui sont à un stade prédémentiel et qui ont des troubles neurocognitifs, des troubles psychocomportementaux précoces. La durée des symptômes aussi, qui est allongée à 6 mois, contre 1 mois pour le NPI, que ce soit permanent ou intermittent, pour vraiment limiter la confusion entre un MBI ou des symptômes psychocomportementaux qui pourraient être associés à une pathologie somatique aiguë ou des pathologies psychiatriques, par exemple, tardives, ou alors de la iatrogénie médicamenteuse, vraiment des choses soit très ponctuelles, soit qui ne relèvent pas du champ de la neurologie pure, pour éviter ces amalgames. Là, pour l'instant, il y a 5 domaines comportementaux qui ont été mis en place suite au papier de 2016. Donc, il y a le groupe diminution de la motivation, le groupe dysrégulation affective, le groupe trouble de la perception ou du contenu de la pensée, donc ça c'est toute la problématique psychotique, le groupe trouble du contrôle des impressions et l'item comportements sociaux inappropriés. Ce MBI s'applique à partir de 50 ans, donc là on est vraiment dans du dépistage précoce, le plus précoce possible, et ça rétablit quelque part le lien entre le MBI et le MCI. Le MCI peut être présent ou absent. Ce qui ne peut pas être présent, c'est les troubles neurocognitifs majeurs, donc l'état démentiel. Ça rajoute par ailleurs la notion de perturbation sur la relation interpersonnelle et professionnelle. Et forcément, si on commence à screener les gens à partir de 50 ans, c'est des gens qui sont encore en activité professionnelle, et on le voit notamment dans la DFT avec la DFT comportementale. C'est des choses qui peuvent aussi être retrouvées, des problématiques qui peuvent impacter le monde du travail et les relations familiales assez précocement. Voilà l'échelle. Donc, un changement de comportement ou de personnalité avec les 5 items. Ces changements qui affectent les relations interpersonnelles, d'autres aspects du fonctionnement social et la capacité à être performant sur le lieu de travail. Chez des patients qui doivent garder une indépendance, une autonomie fonctionnelle quotidienne avec un tout petit peu d'aide, donc vraiment pas grand-chose, avec normalement des diagnostics d'exclusion comme des pathologies psychiatriques, voilà, des syndromes confusionnels, des choses comme ça, et des patients qui n'ont pas les critères du coup de syndrome démentiel. Aujourd'hui, depuis 2017, du coup, il y a eu la création d'une échelle de mesure du MBI qui comporte 34 questions. Donc, effectivement, ce n'est pas non plus la plus petite des échelles, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle puisse se faire passer notamment au niveau des aidants. De toute façon, c'est souvent au niveau des aidants qu'on fait passer ce genre d'échelle, qui évalue la présence et la sévérité de chaque symptôme, avec un cut-off qui peut être variable en fonction du degré d'atteinte cognitive. Dans les papiers de Malo, par exemple, on voyait que chez les sujets avec une plainte cognitive subjective, le cut-off était plutôt aux alentours supérieur à 8, et chez les MCI, on peut considérer le cut-off significatif à partir de 6. Il n'y a pas une énorme différence non plus. Et elle a été validée justement, la MBIC, contre le gold standard, le NPI.
En France, elle a été traduite en français donc par les équipes de Nice et de Toulouse. Elle est en cours de validation là, du coup, au centre mémoire du CHU de Toulouse pour pouvoir ensuite l'utiliser de façon un petit peu plus systématique, soit dans la recherche, mais aussi en pratique clinique, parce qu'il y a bien entendu pas que la recherche, c'est surtout la pertinence aussi pour nos patients qui poussent ces projets-là. Donc voilà, là vous avez toutes les questions. Vous aurez l'occasion de la revoir avec oui, non et sévérité. C'est un petit peu aussi à la manière du NPI. Il n'y a juste pas le retentissement. Il y a pas mal de questions, ce qui peut parfois en faire une échelle de passation assez longue. Sur le plan épidémiologique, donc elle a été pas mal étudiée, cette échelle, mais aussi l'utilisation de critères un petit peu mixte pour définir le MBI avant que la MBIC sorte. Et on a remarqué que forcément la prévalence du MBI en fonction des critères utilisés, en fonction de la population et en fonction du centre d'inclusion pouvait varier du tout au tout. Chez les MCI, par exemple, on peut retrouver 14% de patients atteints de MBI en population générale et ça touche 50% des gens en hôpital de jour psychiatrique. Chez les patients avec des plaintes cognitives subjectives, plutôt 6% en population générale contre 48% en centre mémoire. Chez des sujets sains, et ça c'est le papier d'Ismaïl de 2021, ça pourrait toucher jusqu'à un tiers des patients consultants en centre mémoire et ça peut monter jusqu'à 85% des MCI et 76% des patients atteints se plaignant de troubles cognitifs subjectifs si on utilise uniquement l'échelle MBIC sans les autres critères de relations interpersonnelles, tous les critères qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc ça peut varier énormément. C'est pour ça que c'est important de bien savoir dans quelle population on se situe, parce que forcément, en fonction du centre et des critères utilisés, si on utilise la MBIC ou si on utilise le NPI, mais en précisant au niveau des aidants qu'on se situe dans les 6 mois auparavant, ça peut bien entendu beaucoup varier. On a remarqué aussi que du coup, le MBI est un facteur de risque de déclin cognitif chez les MCI. En effet, le groupe MBI chez les MCI avec un MBI avait décliné sur le plan cognitif dans 72% des cas, contre 38% des cas chez les MCI qui ne présentaient pas de MBI associé, et également chez les sujets atteints de plaintes cognitives subjectives, 31% versus 17%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, parce que clairement, c'est pas quelque chose qui n'a pas d'incidence sur le plan cognitif. Et je vous ai pas mis là, je pense que je l'ai juste après, voilà. Également dans le groupe MBI seul, soit sans plainte cognitive subjective ici, on note effectivement à 3 ans une majoration de l'incidence du déclin cognitif. Donc le MBI à lui seul peut être un facteur de risque, qu'il soit associé ou pas. Et également l'apparition d'un syndrome démentiel, très clairement la présence d'un MBI est nettement supérieure à la présence d'une plainte cognitive subjective. Donc là, effectivement, ça fait se poser beaucoup de questions, en sachant que dans ce deuxième schéma, la population était très très faible. Il y avait à peine une trentaine de sujets. Donc pour l'instant, ça ne donne pas non plus un ordre d'idée trop précis, mais en tout cas, c'est des résultats qui sont très très intéressants. Au niveau clinique, quelle peut être la pertinence de l'utilisation de ce syndrome? D'une part, pour sensibiliser les cliniciens aux troubles du comportement précoce, comme quelque chose de prodromal ou quelque chose de préclinique, des troubles neurocognitifs sur le plan cognitif. Détecter précocement les processus qui soient neurodégénératifs, cérébrovasculaires ou toxiques, parce que c'est absolument pas limité aux pathologies neurodégénératives, le MBI. Éviter les orientations inadaptées vers la psychiatrie. On sait que ça peut être une perte, pas une perte de chance, mais ça peut être une perte, ça entraîner un retard diagnostique important, et surtout pour certaines pathologies. Je pense notamment à la maladie Accord de Lévy, avec l'utilisation de certains médicaments qui peut vite devenir très problématique. Et ça permet aussi d'enrichir la réflexion éthique autour du diagnostic prodromal ou préclinique des pathologies neurodégénératives, parce qu'on a les moyens de plus en plus effectivement de faire des diagnostics de plus en plus précoces, mais c'est toujours difficile de poser un diagnostic sans réelle plainte. Et si la plainte, elle ne se situe pas sur le plan cognitif, mais plutôt sur le plan comportemental, ça peut aussi apporter des arguments pour convaincre les gens, par exemple, d'exploration complémentaire.
Cette échelle, la MBIC, elle est facile, elle est très peu coûteuse, elle est assez rapide d'utilisation. Ça se fait en une vingtaine de minutes et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut tout à fait la faire remplir à l'aidant dans la salle d'attente, le temps de passation, par exemple, d'autres échelles auprès du patient. L'intérêt de ce dépistage le plus précoce possible, c'est bien entendu sur le pendant de la prise en charge pour avoir à la fois essayé d'améliorer le pronostic cognitif. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est le gros espoir forcément de prévenir la dépendance et bien entendu de limiter le fardeau de l'aidant avec tous les recours aux hospitalisations et le risque d'institutionnalisation précoce que ça peut engendrer. Sur le plan de la recherche, ça permettrait de faciliter le screening des patients pour la recherche thérapeutique, d'essayer de voir aussi au niveau des pistes éthiopathogéniques des troubles du comportement qui sont encore très mal connus. Essayer d'un petit peu de développer ça et de développer aussi secondairement des cibles thérapeutiques spécifiques des troubles du comportement. Alors là, carrément, ça ce serait l'idéal, mais en tout cas, c'est vers ça qu'on tend, quoi. On a aussi remarqué que du coup, ce concept de MBI est associé aux marqueurs de pathologie neurodégénérative, notamment aux marqueurs taux dans l'AMA préclinique, et ça, indépendamment du déficit mnésique. Il est associé aussi à la baisse des protéines bêta-42 et bêta-40 plasmatiques chez les MCI et chez les sujets sains. Donc, il y a potentiellement vraiment un lien entre les processus neurodégénératifs et l'apparition de troubles du comportement de type MBI. Et il est associé aussi à l'atrophie temporale médiale chez les sujets sains, donc vraiment indemne totalement de troubles cognitifs. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça pourrait vraiment être quelque chose de très précoce. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci Baya pour cette présentation du NBI qui était vraiment très claire et qui permet vraiment de cerner les contours de ce concept. Je crois que le concept de NBI est important parce qu'il nous rappelle que les maladies neurodégénératives ne commencent pas uniquement par des symptômes cognitifs, mais parfois par des modifications comportementales qui peuvent être subtiles. Et peut-être qu'on l'oublie trop souvent. Alors moi, je peux en parler en tant que psychiatre parce que ce sont des patients qu'on voit arriver dans les consultations de psychiatrie de la personne âgée. Alors vous disiez, finalement, faire passer des échelles NBI, ce serait important pour éviter des orientations peut-être en psychiatrie, ce qui conduirait à des retards diagnostiques. Alors forcément, j'ai un autre regard. Je pense que ces patients, on les a en psychiatrie parce que justement, quand on observe des modifications comportementales, le premier réflexe est de se dire c'est de nature psychiatrique, surtout quand on ne repère pas de plaintes cognitives ou de problématiques cognitives associées. Et je pense qu'il y aurait un énorme intérêt à sensibiliser les équipes de psychiatrie à ce NBI et justement, en fonction de l'existence ou non de NBI, de faciliter les explorations cognitives qui pourraient éventuellement améliorer le repérage des pathologies neurodégénératives. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraîtrait en tout cas être une approche intéressante pour la collaboration entre la gériatrie, la neurologie et puis la gériatrie et la psychiatrie. Oui, tout à fait. Après, clairement, on les voit tous, ces patients, que ce soit en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, et ça peut être, c'est indispensable effectivement d'avoir les mêmes outils et le même regard sur la potentialité d'une pathologie, de troubles cognitifs sous-jacents, et de travailler tous ensemble, parce qu'il y a aussi des gens qui rentrent, qui enclenchent des troubles cognitifs par une dépression très sévère, qui auront besoin d'une hospitalisation aussi en psychiatrie. Donc, on travaille tous ensemble. Mais oui, c'est de sensibiliser à la fois que tout le monde soit sensibilisé, je pense, ce serait vraiment l'idéal. Ouais. Alors, vous nous avez également dit que l'échelle, la MBI-C, a été validée en français. Alors, est-ce qu'elle a déjà été publiée? Est-ce qu'il est possible à disposition? Elle a été traduite en français et elle est en cours de validation. C'est en cours de validation. Ouais. D'accord. Donc, on pourra peut-être vous solliciter dans les semaines ou les mois à venir pour obtenir cette échelle lorsqu'elle sera validée. Je pense qu'elle sera très intéressante à diffuser, peut-être par la Fédération des centres mémoire. Ouais. Je vais peut-être revenir du côté de Maria sur cette présentation vraiment très exhaustive, notamment des thérapeutiques médicamenteuses. Ça fait plusieurs années qu'on utilise des traitements psychotropes hors AMM dans le champ des maladies neurodégénératives. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tu le rappelles souvent, il y a
il y a que la risperidone hein, qui a son AMM. Et là, on voit que dans les quelques années à venir, nous avons effectivement quelques options thérapeutiques hein, qui pourraient s'offrir à nous. En termes de visibilité, quelle serait la molécule pour toi la plus prometteuse et celle qui aurait peut-être la plus de chances d'arriver un jour sur le marché? Alors bon, en Europe, j'ai compris que c'était compliqué, mais aux États-Unis, alors on a déjà quelques éléments du côté de la pimavansérie hein, qui est indiqué dans la maladie, dans les symptômes psychotiques de la maladie de Parkinson. En ce qui concerne les autres molécules, tu penses que les chances d'aboutir sont bonnes? Pour la pimavansérie, oui. La seule chose que voilà, il est sous le bras de la FEDA, tous les dossiers. Donc, à mon avis, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas exactement ce qui bloque. Et quand j'ai eu Acadia, ils ne savent pas non plus. Est-ce que c'était ces données peut-être d'intolérance, tu vois, le dernier article qui est sorti? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, celle qui est dans le ranking plus rapide, c'est la pimavansérie. Et dès que la pimavansérie soit, voilà, je suppose qu'ils vont venir en Europe. Ensuite, la deuxième, à mon avis, qui va venir rapide, c'est le brexpiprazole. Mais c'est vrai que c'est pas une grande nouveauté parce que c'est la cousine de la Abilify finalement. Donc la phase 3 de Otsuka voilà, est en cours, mais ça va finir dans un an. Donc, je crois que là, peut-être ils auront aussi plus rapidement, mais finalement, on parle de combien? 1 an? 2 ans? Pas avant, hein, ça c'est sûr, pas avant, pour le traitement. Après, pour les dextromethorphan, ça, on est même plus loin parce que celui de Avanir, celui qui est avec la quinidine, même si c'est une phase 3, c'est en cours d'inclusion et nous, on est en cours d'inclusion. Donc, je te dis, je crois qu'on a 9 mois de plus de période d'inclusion. Donc, pareil, ça va être 2-3 ans, pas avant. Et celui des Axom, celui qui est de la quinidine avec le bupropion, il y a une seule phase 3 aux États-Unis. Et à mon avis, je crois qu'Axom est en train de négocier avec la FDA ou peut-être de faire une autre phase 3 ailleurs, les États-Unis. Donc, celle qui est la plus proche, c'est la pimavansérie. La pimavansérie qu'on peut obtenir sur ATU, Voilà, tu peux l'obtenir. Nous, on l'a fait. Mais voilà, à mon avis, il faut vraiment bien sélectionner. C'est le patient qui… moi, jamais j'ai demandé en dehors de maladie Parkinson, maladie à Cordet-Lewis, en dehors de l'AMM qui est aux États-Unis. J'aurais des questions sur le chat. Où en sont les études comparatives pimavansérie versus clozapine et ou risperidone dans les troubles psychotiques de la maladie de Parkinson et des autres démences? Alors, tu y as déjà un petit peu répondu, il me semble. Ouais, mais je ne suis pas au courant en tout cas des résultats, s'il y a une comparaison avec l'olanzapine ou lequel d'autre tu as dit? Clozapine ou quetiapine? Risperidone. Risperidone. Je n'ai pas eu de résultats, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un dans l'audience peut répondre, hein. J'invite à ceux qui savent la réponse aussi de répondre. Alors, une autre question qui porte plus sur les pratiques de prescription. Peut-on utiliser la kétapine dans la démence à Cordes-Lévy? Oui, et ça marche bien parce que la quetiapine des 4 antipsychotiques atypiques, hein, je vous rappelle la risperidone, la lanzapine, l'Abilify, la quetiapine. La quetiapine, parmi ces 4, et c'est elle qui a démontré le moins d'efficacité sur les symptômes psychotiques, mais c'est elle qui a un profil de tolérance beaucoup mieux par rapport aux autres en termes de mortalité, d'AVC et des symptômes extrapyramidaux. La seule chose qui est beaucoup plus sédatif, et c'est pour ça qu'on le donne le soir, et étant donné ce profil qui a moins d'effets secondaires sur le plan moteur, sur les symptômes extrapyramidaux, effectivement, parfois, et moi ça m'arrive, que d'abord même la clozapine, même s'il y a l'AMM, c'est vrai voilà, qu'il y a toute cette difficulté des prises de sang, des suivis, que parfois pour notre patient qui ont des pathologies neurodégénératives avérées, qui ont des troubles du comportement. Donc, c'est vrai que par facilité aussi, avant même la clozapine, ça nous arrive de prescrire la quetiapine pour des raisons de facilité aussi. Donc, oui, c'est une bonne option pour la maladie Parkinson ou maladie à Cordet-Lewis.
Alors, je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Alors, peut-être une dernière de ma part, toujours pour la pratique. Qu'est-ce que tu préconises en première intention pour le traitement des agitations? Quel type d'agitation? C'est toujours je dis. Donc, agitation, c'est un gros mot. Si tu prends les critères diagnostiques de l'IPA, c'est un parapluie qui, voilà, avec les 3 critères, tu as agressivité physique, agressivité verbale et activité motrice excessive, hein. Et là, dedans, tu as l'agitation anxieuse, tu as le comportement moteur aberrant, tu as la déambulation, voilà. L'opposition aux soins, c'est plutôt de l'agressivité physique. Donc, ça dépend. Si c'est une agitation anxieuse, moi, je mets le citalopram ou un antidépresseur. Voilà, ça dépend le profil. Si c'est une agressivité physique et que sévérité, fréquence, impact majeur, risperidone. Voilà. Si, effectivement, il n'y a pas de gros maladies vasculaires, donc je peux faire une autre avec un profil moins… voilà, ça dépend, mais toujours, hein, ce que je dis toujours, le traitement de troubles de comportement commence par une bonne caractérisation de symptômes, une bonne évaluation de symptômes, avant de dire qu'est-ce qu'on prescrit. Bon, alors le temps tourne, je pense qu'il va falloir clôturer cette première partie de la session. Alors merci à vous deux, hein. Merci Baya, merci Maria, hein, pour cette communication à la fois sur le MBI. On attend avec impatience, hein, la validation de la MBIC. Et puis Maria, au-delà des approches médicamenteuses, tu as rappelé que les traitements non médicamenteux étaient importants, hein, notamment à travers l'étude que tu es en train de mener. Et donc, nous sommes également impatients d'avoir les résultats de cette étude, mais qui vient juste de commencer, parce que si j'ai bien compris, la première inclusion date d'hier. Donc, nous avons quelques mois devant nous avant de pouvoir 4 ans. des conclusions pour personnel. Donc, je vais maintenant laisser la parole à la suite des orateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. On va maintenant poursuivre avec la troisième communication qui va s'intéresser au sauvetage énergétique du cerveau par un supplément cétogène présenté par le docteur Bernard Quenou, directeur de recherche translationnelle dans le vieillissement et le métabolisme chez Nestlé Health Science. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer déjà de partager ma présentation et puis vous me dites dès que vous voyez apparaître ça sur votre écran, normalement. Ça devrait marcher. Pour nous, c'est bon, ça, on voit. Parfait. Voilà. Donc, juste pour commencer, donc, disclosure, je suis un employé de Nestlé Health Science à Lausanne. J'ai mis au point le produit Brain Expert qui a été mis sur le marché l'année passée. Et puis, je voudrais aussi, avant de commencer, rendre hommage au professeur Stephen Cunnen de l'Université de Sherbrooke, avec lequel j'ai collaboré maintenant depuis 5-6 ans pour mettre en place ces études, pour participer. Et c'est vraiment lui qui a été l'instigateur derrière cette nouvelle opportunité sur laquelle on a travaillé pour les cétones et les patients qui ont MCI. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais peut-être aborder 2 points, c'est que le déclin du métabolisme chez les patients MCI est important au niveau du glucose. Il corrèle bien avec le glucose et on pense que les cétones peuvent être utilisées comme source d'énergie alternative dans la diminution du métabolisme du cerveau qui va progressivement vers le MCI, vers l'Alzheimer, vers la démence. Et puis, deuxième point que j'aimerais discuter, c'est qu'on a fait une étude clinique avec une supplémentation utilisant un complément nutritionnel cétogène et on a pu démontrer que cet apport en cétone dans le sang chez le cerveau des patients MCI améliore la cognition et il y a une relation assez étroite entre le métabolisme des cétones et l'amélioration de la cognition. On a commencé à regarder depuis pas mal d'années qu'en fait le glucose, le métabolisme du glucose diminue, c'est pas nouveau, quand les patients ont des premiers signes de MCI et puis passent à l'Alzheimer. Là, sur le graphe de gauche, l'image de gauche, vous voyez un TEP du glucose 18-FDG où le groupe contrôle est une forte présence du métabolisme du glucose et puis quand on passe du MCI à l'AID, on voit qualitativement une diminution de l'uptake du glucose. Chez le même sujet,
quand on a testé pour le florbetapir, pour la présence d'amyloïdes agrégats, on voit que les contrôles ont moins d'amyloïdes que les MCI, que les Alzheimer. Ce qui est intéressant, c'est que la corrélation entre le MMSE score, donc ça c'est le graphe de droite, par rapport à l'uptake du glucose est vraiment très fortement corrélée. Donc il y a une très bonne corrélation entre la capacité du cerveau à métaboliser le sucre et son score cognitif, alors que peut-être il y a un petit peu moins de corrélation entre le dépôt de plaques amyloïdes et la cognition. Ce qui laissait suggérer que peut-être si on pouvait améliorer le métabolisme énergétique du cerveau, on pourrait peut-être améliorer la cognition. Les travaux de Stephen Cunnen à Sherbrooke ont montré qu'en fait, si on fait un double PET entre le glucose et les cétones dans le cerveau, on peut voir qu'entre le contrôle MCI et l'Alzheimer, il y a une diminution, comme démontré auparavant, du métabolisme du sucre. Alors que si on regarde le métabolisme du cétone, on voit que dans le groupe contrôle, le groupe MCI, il n'y a pas de diminution significative. Il y a par région peut-être une petite augmentation, je dirais, du métabolisme des cétones quand on va vers des conditions plus importantes d'Alzheimer. Donc, on s'est dit peut-être que là, il y aurait la possibilité d'utiliser les cétones pour remonter la quantité d'énergie métabolique au cerveau. Ce qui a donné lieu à cette hypothèse où on pense que le cerveau marche en fait comme une voiture hybride, où la voiture marche sur le gaz et l'électricité, l'essence et l'électricité, et là, le cerveau marche sur le glucose et les cétones. Normalement, un cerveau sain fonctionne entre 70 et 95% de son énergie cérébrale avec le sucre, avec le glucose. On a vu qu'un déficit cognitif va de 10% à 20% chez les malades Alzheimer. Et on a pu voir qu'il semblerait que les cétones, il n'y a pas de déficit énergétique au niveau des cétones, ce qui suggère que le cerveau pourrait très bien prendre un excès de cétones pour rebalancer l'énergie cérébrale. Ce qui était le début en fait de cette hypothèse. Donc, ce qu'on a commencé, c'était on a mis au point une formulation de KMCT, donc c'est des triglycérides à chaîne moyenne cétogène qui ont une taille de C8 à C10, ce n'est pas des grandes graisses, ce n'est pas des toutes petites graisses, c'est intermédiaire, avec l'idée que quand on formule ces KMCT pour être bien absorbés dans le sang après l'ingestion bolus orale, les free fatty acids, les acides gras libres C8, C10 vont se faire métaboliser dans le cerveau, dans le foie, sous forme de cétones. Ces cétones reviennent dans le sang et passent après au cerveau. Et si la théorie marche, cette augmentation d'énergie par les cétones devrait résulter dans une augmentation de certains aspects de la cognition. Donc, on a fait une étude randomisée et double aveugle où un bras était sous forme d'actif, où on donnait 2 fois 15 grammes de ce qu'est MCT par jour, le matin et le soir, et on a comparé ça à un placebo de même quantité énergétique, mais fait avec des C18, donc High Oleic Sunflower Oil, 2 fois par jour la même chose, à peu près deux groupes de 40 participants, dans une population de MCI définie par un MMSI de 24 à 27 ou MoCA 28-26 et ayant une déficience cognitive dans 2 tests parmi un test neurocognitif de 16. On a fait au tout début, au temps zéro, il y avait 3 parties dans cette étude, une partie imaging en double PET, donc on mesurait le glucose et les cétones, une évaluation cognitive et une étude métabolique pour bien s'assurer que quand on buvait ce KMCT, il y avait une augmentation de corps cétonique dans le sang. Et on a fait la même chose après 6 mois de traitement, où les participants ont pris ce KMCT 2 fois par jour pendant 6 mois.
pour pouvoir après comparer pre-post, l'effet sur l'imaging, l'effet sur la cognition et l'effet sur le métabolique, pour être bien sûr que même après 6 mois de prise du produit, il y avait toujours une réponse cétogène dans le sang. Donc, pour résumer tout ça, ça s'était publié cette année dans Alzheimer's Dementia. Vous pouvez suivre la publication, mais pour essayer de la résumer dans les points essentiels, vous voyez sur le graphe de le graphe de gauche, l'axe des Y, c'est le total plasma ketones dans le sang, et en l'axe des X, c'est le temps, 4 heures. Et vous voyez qu'après une dose orale de KMCT, bleu, en bleu, vous voyez l'augmentation des cétones pre et post. Donc, il n'y a pas de différence entre le moment où on prend la première fois le produit à temps zéro et 6 mois plus tard. Ce qui est important, on voit sur le placebo, il n'y a pas d'augmentation de corps cétonique en pre et post à temps zéro ou temps 6 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 6 mois, on voit toujours une augmentation des cétones dans le cerveau. Il y a à peu près, là, c'est de la mesure de ce que vous voyez, c'est une mesure de vitesse de métabolisme des cétones. Il y a une augmentation de 2 fois de l'augmentation des cétones dans le cerveau des sujets qui ont été traités avec le MCT, alors que dans le placebo, il n'y a absolument aucune différence. Donc là, on voit la première corrélation entre le taux plasmatique des corps cétoniques et l'augmentation de la vitesse de métabolisme des cétones dans le cerveau des patients MCI. Après, on a pu comparer entre les deux groupes l'importance sur la cognition dans 4 domaines. Là, je vous en montre 3. Episodic Memory, Executive Function, Languages. En vert, c'est le placebo, en bleu, c'est l'actif. Et vous voyez que dans ces 3 domaines, il y a une augmentation significative de 1 à 3 mots selon les tests, qui correspond à peu près entre 5 et 30% d'augmentation cognitive par test en fonction du test que vous regardez, ce qui était très intéressant. Tous les autres tests qui avaient fait ne bougeaient pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, essentiellement un effet positif du MCT sur certains aspects de la cognition dans les patients MCI. Et ce qui était très intéressant, c'est quand on corrèle cette importance, cette amélioration cognitive dans le cerveau, que vous voyez dans tous les 3 graphes en axe Y, on peut corréler ça en axe X avec le taux plasmatique des cétones. Donc, il y a une corrélation mécanistique, du moins, entre la quantité de corps cétoniques dans le sang, et on sait que les corps cétoniques, quand ils sont dans le sang, vont très rapidement au cerveau, et plus il y a de corps cétoniques dans le sang, plus il y a de corps cétoniques dans le cerveau. Il n'y a pas vraiment de limitation, on peut aller jusqu'à des concentrations très élevées, jusqu'à plusieurs millimolaires de cétones dans le sang. Ils vont être rapidement métabolisés préférentiellement dans le cerveau. S'il y a un feedback mécanisme du cerveau, ce sera probablement au niveau de l'élimination du métabolisme du glucose. Donc ça, c'était très intéressant de voir la cohérence entre l'intervention mécanistique sur le cerveau et les effets cognitifs. Donc, en conclusion, ce que je pense qu'on a pu démontrer, c'est qu'en prenant un KMCT, ce produit MCT 2 fois par jour, il permet d'augmenter les corps cétoniques dans le sang relativement efficacement pour une durée d'en tout cas 6 mois. On a pu voir que l'augmentation de ces corps cétoniques dans le sang donne lieu à une augmentation du métabolisme cétonique dans le cerveau. Ce qui est intéressant, ça veut quand même dire que les cellules du cerveau, même chez les patients MCI, ne sont pas mortes, elles fonctionnent toujours, elles sont presque en manque d'énergie, et dès qu'on leur donne une énergie alternative au glucose, elles la prennent, elles l'utilisent. Et on a pu voir ensuite que l'importance du métabolisme cérébral, l'augmentation de ce métabolisme cérébral peut, dans plusieurs domaines, augmenter l'aspect cognitif chez les patients MCI. Ce qui nous donne à croire qu'une supplémentation par un complément nutritionnel cétogène peut améliorer la cognition chez les patients MCI. Et je crois que c'est ma dernière slide. Là, voilà, j'aimerais vraiment encore remercier l'Université de Sherbrooke, professeur Stephen Cunnen,
Je travaille pour Nestlé, je suis aussi professeur associé à l'Université de Sherbrooke récemment. Les gens qui ont développé aussi tout ce qui est partie produit de Nestlé Research and Development. Et puis, merci pour votre attention et je serai très content de prendre des questions. J'espère que je n'ai pas fait trop longtemps. Non, c'est bon. J'ai du temps pour les questions. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante où on a pu observer que les résultats mettaient en effet en évidence un impact sur la mémoire épisodique, le fonctionnement cognitif et le langage. Je vais laisser la parole parce qu'il y a une question dans le public. Allez-y, Martine. Il faut activer votre micro. On ne vous entend pas, il faut activer votre micro. Est-ce que vous pouvez poser votre question via le chat parce que du coup, il faut activer votre micro sur le petit micro en bas à gauche parce qu'on ne vous entend pas. Alors, par contre, il y a une question sur le chat, en effet. Est-ce que ces apports nutritionnels ont été essayés dans l'épilepsie pharmacorésistante? Une question de Anne Mauve-Joseran. Alors, ce produit en particulier, non, mais il y a beaucoup de suppléments MCT pour l'épilepsie, et ça date de nombreuses années, où on a montré que ça peut aider l'aspect, surtout les gens qui sont sous ketogenic diet, c'est une source, on va dire, de nutrition qui ne casse pas la cétose de ces patients. Donc, c'est oui au sens large, c'est utile dans les épileptiques. Je ne pense pas qu'il y a eu une étude qui a montré seulement est-ce que si on n'utilisait que les suppléments MCT dans l'épilepsie sur une diète normale, est-ce que ça a un effet? Ça, je pense que ça n'a pas été formellement démontré. D'accord, merci. J'aurais également, moi, deux questions, surtout une question d'abord plutôt méthodologique. Donc, vous parlez de certains tests cognitifs, mais dans les autres tests que vous ne nous présentez pas, parce qu'apparemment, ce que j'ai compris, les résultats n'étaient pas, il n'y avait pas forcément d'amélioration significative. Est-ce qu'il y avait des tests sur le raisonnement, l'inhibition, les fonctions attentionnelles? Tout à fait. Il y avait à peu près 16, de mémoire, 16 tests dans 5 domaines différents. Et sur la majorité d'entre eux, je veux dire, il n'y a pas eu de différence, ni pour ni contre. C'est resté relativement stable. C'est vrai que ces patients, ils sont très, entre guillemets, hétérogènes au niveau cognitif. On les inclut parce qu'ils ont 2 déficiences dans ces 16 tests, mais ils n'ont pas les déficiences aux mêmes endroits. Donc, c'est vrai que c'est assez hétérogène. On a été positivement surpris de voir que, quand bien même c'est une petite population, 2 fois 40 groupes, ce n'est pas trop grand, on a pu voir quand même très clairement qu'il n'y avait que des effets, entre guillemets, positifs des MCT, il n'y avait pas d'effet négatif ou un shift de la baseline qui allait dans le côté opposé. D'accord. Et j'aurais une deuxième question, cette fois-ci sur les effets de la cétone. Est-ce que vous pensez que ça peut retarder une éventuelle conversion vers une maladie d'Alzheimer? Ou si cette maladie d'Alzheimer a déjà installé un stade léger, est-ce que ça peut aussi ralentir l'évolution ou la stabiliser? Alors, on n'a pas fait l'étude, il n'y a pas d'étude faite en ce moment. 2 points, je pense qu'on a vu sur le immediate recall, on sait que l'immediate recall, c'est un facteur un peu pronostic de l'évolution de la maladie d'Alzheimer de conversion. On sait que, si je me souviens bien, 1 point de différence, ça évalue à quelque chose comme 1 à 3 ans, je ne me souviens plus exactement. Donc, basé sur ce raisonnement-là, on pourrait dire, comme on voit sur l'épisodic memory, on voit quelque chose qui s'améliore, ça laisse à penser que sur le long terme, ça peut freiner la progression. Mais c'est sûr que là, le mieux, ce serait de faire une étude où on mesure ça comme primary endpoint ou comme secondary endpoint, ou une étude ou un delay start où on prend 2 groupes, un groupe qui va prendre le produit tout de suite, un groupe qui prend le produit 6 mois plus tard, un peu comme certaines études qui ont été faites dans le Parkinson, un delay start pour voir est-ce que vraiment il y a un effet sur l'évolution de la maladie. Ce serait une belle étude à faire. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Apparemment non.
Je vous remercie pour cette présentation à nouveau. Merci pour l'opportunité. Donc, pour assister à la prochaine session, nous vous invitons à vous connecter via le lien que vous avez reçu pour la session 3 concernant l'actualité et l'innovation thérapeutique sur les maladies apparentées. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Découvrez Advance, un programme de formation dédié à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est un enjeu mondial de santé publique. Elle repose sur une prise en charge multidisciplinaire tout au long du continuum et en particulier dès les stades précoces de la maladie. Des milliers d'informations, de données cliniques, de stratégies de prise en charge sont générées chaque jour dans vos domaines d'intérêt. Advance vous facilitera l'accès à de l'information cliniquement pertinente pour la prise en charge de vos patients. Advance est un programme de formation médicale élaboré par 16 experts multidisciplinaires internationaux. Enrichi par un comité scientifique français composé de spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Advance est un programme de formation complet qui vise à vous apporter une information cliniquement pertinente. Qui peut bénéficier d'Advance? Advance s'adresse à tous les professionnels de santé prenant en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Quel que soit votre niveau de connaissance, venez découvrir le programme Advance. Advance, c'est un parcours de formation à votre convenance, que vous disposiez de quelques minutes ou de plusieurs heures. Advance est composé de 4 modules, la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, l'évaluation clinique, la neuroimagerie pour le diagnostic et le suivi, les biomarqueurs pour le diagnostic précoce de la maladie. Advance est une initiative qui vise au partage des savoirs validés dans la maladie d'Alzheimer, en particulier concernant le diagnostic précoce, la prévention des troubles cognitifs. C'est aussi un programme ajusté à la prise en charge clinique française et qui s'adaptera à la réalité de votre agenda. Venez découvrir Advance.